On dirait que les hommes restent sur Terre tant qu'ils ont quelque chose à y faire, dit le général en souriant d'un air gêné, comme les vieilles gens qui abusent des lieux communs. Je vais maintenant te révéler ce que j'ai découvert dans la forêt pendant ces 41 années, tandis que tu courais le monde. C'est que parfois la solitude est aussi bien singulière. Elle nous réserve autant de surprises et de périls qu'une forêt vierge. J'en connais toutes les variantes. D'abord l'ennui que l'on cherche en vain à chasser en dressant un plan d'activité artificielle, puis les révoltes subites. Oui, la solitude est aussi remplie de mystères que la jungle. Que veux-tu dire ? Demande Conrad sur un ton mal assuré. Tel individu mène une existence parfaitement ordonnée, dit le général. Puis un beau jour, il se dérègle comme tes malais. Il est installé dans un appartement confortable, il est entouré de gens titrés et haut placés. Bref, sa manière de vivre a été organisée avec raffinement. Mais un jour, cet individu n'en peut plus et se sauve, une arme à la main ou sans arme. Et dans ce dernier cas, il est encore plus dangereux. Il se lance à travers le monde, le regard apeuré à tel point qu'amis et camarades le fuient. Il plante sa tente dans les grandes villes, achète des femmes, cherche et trouve partout matière à dispute et autour de lui, tout saute en l'air. Mais ceci n'est nullement le pire, comme je te le disais. Qu'est-ce qui pourrait être pire ? Demande Conrad. Le général ne prête pas garde à lui et continue toujours à mi-voix. Il se peut qu'au cours de sa folle randonnée, quelqu'un l'abatte comme un chien enragé. Il se peut qu'il se rompe le cou en se précipitant contre un mur. Le pire, c'est de refouler les passions que la solitude a accumulées en nous. Celui qui fait cela ne s'enfuit pas et ne tue personne. Que fait-il donc ? Il vit dans l'attente et son existence est strictement ordonnée. Il vit comme les religieux d'un ordre régulier ou d'une confrérie laïque. Mais les religieux s'en tirent aisément, car ils possèdent la foi. L'homme qui a livré son âme et son sort à la solitude n'a pas la foi. Il ne fait qu'attendre. Il attend le jour et l'heure où il lui sera donné de tirer au clair tout ce qui l'a obligé à devenir solitaire, de débattre cela avec ceux qui l'ont poussé à la solitude. Durant 10 ans ou 40 ou, très exactement, 41 ans, il se prépare à ce moment-là, comme on se prépare à se battre en duel. Il prend ses dispositions afin de ne devoir rien à personne, s'il était éventuellement tué en combat singulier. Il s'exerce quotidiennement, comme le font les duellistes de profession. Il s'exerce à quoi ? Questionne Conrad. Le général s'empresse de répondre. À quoi ? À ce que ses pensées, sa solitude et le temps qui s'écoule ne réconcilient rien dans son âme et dans son cœur. Il existe en effet un combat singulier auquel il vaut la peine de se préparer la vie durant, même si ce duel se fait sans armes. Rien n'est plus dangereux au monde que ce duel-là. Un jour, le moment de ce combat arrive pour l'homme solitaire. Es-tu du même avis ? Il semble qu'on apprenne tout seul les choses vraiment importantes. Tu as raison en disant qu'on les apprend sans l'aide du téléphone ou de la TSF. Ici, dans ce château, je n'ai pas de téléphone. Il n'y a pas non plus d'appareil de radio, car j'ai interdit une fois pour toutes qu'on laisse à pénétrer les rumeurs stupides du monde dans les pièces que j'habite. Le monde extérieur ne possède pas d'armes contre moi. De nouveaux systèmes mondiaux peuvent bien détruire la forme de vie dans laquelle je suis né et dans laquelle j'ai vécu. Des forces ennemies en fermentation peuvent m'anéantir, me ravir la liberté et la vie. Tout cela me laisse indifférent. Ce qui est important, c'est que je ne pactise pas avec le monde que j'ai jugé et que j'ai exclu de mon existence. Je suis parti, dit Conrad sèchement. J'ai donc cherché à être ce que je suis. Le général le regarde avec méfiance et dit « Non, tu voulais être un autre, être différent de ce que l'on est, est le désir le plus néfaste qui puisse brûler dans le cœur des hommes. Car la vie n'est supportable qu'à condition de se résigner à n'être que ce que nous sommes à notre sens et à celui du monde. Nous devons nous contenter d'être tels que nous sommes, et nous devons aussi savoir qu'une fois que nous aurons admis cela, la vie ne nous couvrira pas de louanges pour autant. Si, après en avoir pris conscience, nous supportons d'être vaniteux ou égoïstes, d'être chauves ou obèses, on n'épinglera pas de décoration sur notre poitrine. Non, nous devons nous pénétrer de l'idée que nous ne recevrons de la vie ni récompense, ni félicitations. Il faut se résigner. Voilà tout le grand secret. Nous résigner à quoi ? Demanda Conrad. Le général répond promptement. À notre caractère et à notre nature dont les défauts, tels que l'égoïsme et l'avidité, ne peuvent être corrigés ni par l'expérience ni par l'intelligence.
Nous devons admettre que des personnes que nous aimons ne correspondront pas à notre amour comme nous l'espérions. Nous devons supporter la trahison et l'infidélité. Nous devons aussi, ce qui est le plus difficile, savoir admettre que d'autres nous surpassent par leur caractère et leur intelligence. Voilà ce que j'ai appris ici, au milieu de la forêt, au cours de ces années. Toi, tu n'as pu supporter tout cela, conclut-il à voix basse, mais avec fermeté. Il n'est pas vrai que les hommes ne peuvent faire autrement que de supporter leur destin, dit le général. Les hommes peuvent aussi le diriger. Ils déterminent eux-mêmes ce qu'il doit leur arriver. Ils attirent leur destin à eux et ne s'en séparent plus. Les hommes sont ainsi faits qu'ils agissent comme ils doivent le faire, même si de prime abord ils savent que leurs actes leur seront néfastes. L'homme et son destin font cause commune. Ils se prêtent serment et se forment l'un l'autre. Le destin n'intervient pas aveuglément dans notre vie. Disons plutôt qu'il y pénètre par la porte que nous lui avons ouverte nous-mêmes, en l'invitant poliment à entrer. Car nul être humain ne possède assez de puissance et d'intelligence pour écarter, avec des mots et des actes, le malheur qui résulte de sa nature, de son caractère, suivant des lois impitoyables. En as-tu fait l'expérience dans ta vie ? En effet, nous vieillissons tout doucement, dit le général. Tout d'abord, c'est notre joie de vivre et de voir nos semblables qui s'émoussent. Peu à peu, le sens de la réalité prédomine en nous. Nous pénétrons mieux le sens des choses et nous assistons avec ennui à la succession d'événements qui se répètent. Le noter est déjà un signe de vieillesse. Quand nous avons bien compris, par exemple, qu'une coupe n'est qu'une coupe et les pauvres humains, quoi qu'ils fassent, ne sont que des créatures éphémères, c'est que nous sommes alors vraiment bien vieux. Pourtant, nous ne nous défendons pas mal, commence Conrad d'une voix hésitante. Mais le général l'arrête d'un geste. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes tous deux bien vieux maintenant. Puis c'est le corps qui se met à vieillir. Pas non plus brusquement. D'abord, c'est notre vue qui baisse. Puis c'est notre estomac ou notre cœur, ou éventuellement nos jambes commencent à se sentir fatiguées. Oui, la vieillesse avance lentement. Elle s'étend peu à peu à notre âme. Elle est encore pleine de désirs nostalgiques et de souvenirs. Elle recherche encore la joie. Quand elle renonce aussi à désirer et à espérer, il ne reste plus que les souvenirs et la vanité de toute chose. Arrivé à cette étape, on est réellement, irrémédiablement vieux. Un matin, on se frotte les yeux pour chasser le sommeil, et l'on ne comprend plus pour quelle raison on s'est réveillé. Même l'inattendu, l'étrange et l'épouvantable ne surprennent plus, parce que l'on connaît toutes les probabilités, on avait tout prévu et l'on n'espère plus rien, ni en bien ni en mal. Voilà ce qu'est la vraie vieillesse, vois-tu. J'espère bien ne pas en arriver là, dit Conrad de mauvaise humeur. Le général réprime un petit rire et reprend. Ne te fais pas trop d'illusions. Cependant, en ce qui nous concerne, des souvenirs sont encore vivants dans notre cœur et notre existence a encore un but. Nous voulons savoir quelque chose et nous sommes convaincus que le moment de savoir arrivera. Et effectivement, ce moment-là se présente un jour, dit-il d'une voix forte et presque menaçante. On voit alors à travers les événements de la vie et l'on découvre les raisons cachées des actions humaines. On comprend aussi le langage muet, car les hommes communiquent leurs pensées essentielles par des signes. Ne l'as-tu pas remarqué ? Et toi, tu t'imagines pouvoir interpréter et comprendre ce langage par signes ? Demande Conrad sarcastique. Parfaitement. On a l'impression que ce langage exprime des choses importantes en une langue étrangère qui doit être traduite en réalité intelligible. Les hommes ne savent rien sur eux-mêmes. Ils ne cessent de parler de leurs désirs et cherchent à cacher désespérément leurs pensées intimes. Quand tu auras appris à démêler les mensonges des hommes, tu noteras bien vite que ces derniers disent toujours autre chose que ce qu'ils pensent ou désirent réellement. De son coin presque complètement sombre, Conrad l'observe, comme s'il épiait les mouvements d'un adversaire. Le général se remet à parler avec assurance, certain de n'être plus interrompu. La vie devient presque divertissante, puis un jour, on est obligé de voir la réalité en face, c'est-à-dire d'admettre que la vieillesse est là et que la mort est proche. Mais alors cette constatation même ne fait plus souffrir.